Bonjour les amis. Alors aujourd'hui, je vous ai fait une petite vidéo pour vous montrer comment j'ai isolé mon ballon d'eau chaude. Il fait 150 litres, c'est une assez grosse dépense énergétique et ça faisait longtemps que j'essayais d'optimiser sa chauffe. J'avais commencé par réduire la température en réglant le thermostat sur 55 degrés, qui est la température minimum pour que la légionellose ne se développe pas dans le ballon. Puis j'avais supprimé le contacteur jour-nuit et je l'avais remplacé par une minuterie. J'ai essayé de profiter au max du tarif nuit, alors je faisais 4h30 la nuit et 1h30 en fin d'après-midi. Et c'était assez pour qu'on ait 3 belles douches le matin et encore assez en soirée pour une petite douche rapide ou pour un peu de vaisselle. Parfois, à cause d'une méga douche ou d'un bain, on vidait complètement le ballon. Et on était obligé de le mettre en forcé, sinon c'était impossible de le faire regrimper en température. Donc avec ces petits coups en mode forcé et qui étaient quand même relativement fréquents, honnêtement, je ne sais pas si d'avoir basculé du contacteur jour-nuit au programmateur horaire avait été réellement efficace. Pour optimiser, j'envisageais de poser par-dessus une surcouche isolante. Alors j'avais fait des recherches, mais à part des on peut supposer que, c'était compliqué d'avoir des chiffres sur les économies qu'on pouvait vraiment espérer. En plus, je manquais de place autour du ballon, et il y avait pas mal de travail préparatoire pour ajouter de l'isolant, alors j'étais pas hyper motivé. Ouais, parce que les vidéos qui t'expliquent comment isoler avec du film à bulles ou avec des isolants minces, bah j'y croyais pas du tout. À la rigueur, il y avait la mousse Armaflex qui me tentait. C'est celle que les Van Lifers utilisent pour isoler leurs camions. Mais en 32 d'épaisseur maxi et à un prix franchement rédhibitoire, j'envisageais plutôt la laine de verre. Un bon isolant et en grosse épaisseur, je crois qu'il n'y a que ça de vrai. Enfin bref, un jour j'ai récupéré un rouleau de laine de verre, pas hyper épaisse, puisqu'elle est en 60, mais ça m'a motivé et je me suis lancé. Et tu vas voir que ça a été épique cette isolation du ballon. Donc j'ai commencé par écarter un peu le ballon de l'angle du mur pour avoir la place de poser cette laine de verre. J'en ai profité pour l'isoler par le dessous et pour le surélever un peu, parce que les vagues du groupe de sécurité manquaient de pente en fait. Pour ça, j'ai glissé 4 centimètres de polyuréthane plus une tablette en pinte de 18 mm juste en dessous le ballon. Puis un peu de brasure pour la sortie située en haut du ballon et qui n'était plus du tout au bon endroit. Puis un peu de colle PVC pour repositionner la sortie et les vagues du groupe de sécurité. Bon, au passage, j'en ai profité aussi pour ajouter des manchons d'isolation sur un bout du circuit de chauffage central que je n'avais jamais pu calorifier parce qu'il était inaccessible et caché derrière le ballon. Et voilà, il y avait à présent assez de place autour du ballon pour accueillir 6 centimètres de laine de verre. Donc j'ai enroulé la laine de verre autour du ballon et je l'ai fait tenir avec du scotch de déménagement. C'était un peu à l'arrache, mais ça tenait. C'était plus ou moins étanche et j'étais très optimiste. En même temps que je l'isolais, j'imaginais d'autres solutions que je pourrais faire après pour l'améliorer. Et j'avais hâte de voir le résultat avec mes 6 centimètres d'épaisseur. Bon bah, j'ai été très déçu, parce qu'elle n'avait pas l'air de changer grand-chose, surcouche en fait. Après avoir tenté de réduire légèrement le temps de chauffe, ça l'a pas fait. Et on s'est très vite retrouvé avec des pas assez d'eau chaude. Bon, c'était au doigt mouillé et il suffisait que tel ou tel jour, quelqu'un se lave les cheveux ou reste une heure sous la douche pour que ça change tout. Mais franchement, je n'avais pas l'impression que ça avait changé grand-chose. Alors c'est vrai que c'était pas de la laine top qualité et qu'en plus, vu que je n'en avais pas assez, je n'avais pas pu isoler les 30 centimètres du bas. Mais quand même, je m'attendais à mieux. Alors je me suis senti comme investi d'une mission et il fallait que je fasse des tests, un peu plus sérieux et plus précis. J'ai donc acheté un petit compteur de consommation qui mesure la température en sortie de robinet pour me lancer dans des relevés. Ça coûte moins de 20 € et à la base, c'est fait pour être installé dans la douche, pour sensibiliser sur la consommation d'eau chaude. Quand il commence à devenir rouge, c'est que ta douche commence à durer un peu trop longtemps par rapport à la moyenne. Évidemment, depuis la vidéo, il est passé dans la douche et c'est plutôt pas mal. Donc le protocole pour faire ces tests, c'était: je choisis des jours où les conditions climatiques sont les plus similaires possibles, puis je vide complètement le ballon, je mesure la température d'arrivée de l'eau, qui vient directement de l'extérieur donc, puis la température du local où se trouve le ballon et je fais chauffer le ballon pendant 6 heures. Puis je remesure tout ça. Je débranche le ballon pendant 3h30, puis à nouveau, je mesure les températures, histoire d'évaluer aussi un peu l'inertie. Donc premier relevé le 4 janvier avec la N9R en 60 et la pause un peu à l'arrache. La température extérieure était de 2 degrés. Ouais, il faisait froid ce jour-là. D'autant qu'il était déjà 13h26 et que ça avait déjà eu le temps de se réchauffer depuis la nuit. La température du local où se trouve le ballon était quant à elle d'à peu près 16 degrés. Bon, pour info, la température du local se régule, il y fait toujours 16 ou 15 degrés minimum. Parce qu'il y a le local chaufferie qui est juste à côté et qui réchauffe cette pièce. J'avais donc complètement vidé le ballon et le relevé de conso oscillait entre 8 et 10 degrés. Oui, il a un peu de mal avec les chiffres impairs. Alors je pense que la température de l'eau en entrée devait être de 9 degrés. J'ai ensuite rebranché le ballon et j'ai laissé chauffer pendant 6 heures. Au bout de 6 heures de chauffe, il était 19h28, le local était à 15 degrés et la température extérieure était à 1,6 degré. J'ai alors mesuré l'eau dans le ballon et elle était de 28 degrés. Alors, petite précision. Précédemment, j'avais sacrifié les 150 litres d'un ballon, et même un peu plus, pour voir comment se répartissait la chaleur. Avant de faire le test, je pensais que l'eau qu'on obtenait au début était beaucoup plus chaude que l'eau qu'on allait tirer sur la fin. C'était logique pour moi, vu que le chaud monte, mais en fait, pas spécialement. Et la chaleur se répartit au fur et à mesure. En fait,
Les 2 premiers tiers du ballon sont à température constante. Après, la température descend doucement, mais les 2 ou 3 premiers litres du ballon sont finalement bien représentatifs de l'eau qu'il contient. Donc ensuite, j'ai débranché le ballon et je l'ai laissé reposer pendant environ 3h30. Il était 23h13, j'ai remesuré et on avait 1 degré à l'extérieur, toujours 15-16 dans le local, et à nouveau 28 degrés dans le ballon. Donc en gros, je n'avais pas perdu un seul degré en 3h30. Bon, évidemment, c'était impossible. C'est forcément dû aux imprécisions de mon appareil de mesure, mais quand même, c'est assez révélateur. Et on n'avait pas dû perdre grand-chose pendant ces 3h30 de stand-by. Après avoir fait ce test avec laine de verre en 60, j'ai réalisé un autre test, mais sans la surcouche cette fois, afin de pouvoir comparer. Donc on était le 15 février, et j'ai donc enlevé la laine de verre. Midi, la laine était enlevée, j'avais complètement vidé le ballon, et j'ai mesuré l'eau en entrée. L'appareil oscillait entre 10 et 12 degrés, donc probablement 11 degrés. Le local, quant à lui, était à environ 16 degrés, quasiment comme en janvier. Et pour ce qui est de la température extérieure, elle était d'environ 3 degrés. Là aussi, à peu près comme en janvier. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis autant de temps à faire le deuxième test. C'est parce qu'il y avait eu un gros redout, et que j'attendais d'être plus ou moins dans les mêmes conditions. Donc midi 9, je rebranche le ballon, et c'est parti pour 6 heures de chauffe. 18h05, 6 heures plus tard, je coupe la chauffe, il fait un peu plus de 5 degrés dehors, un petit 15 dans le local, et l'appareil oscille entre 27 et 28 degrés, ce qui fait à peine 1 degré de moins que lorsqu'il y avait les 6 cm de laine de verre. Et encore. Bon, à ça, il faut quand même ajouter le fait qu'en janvier, l'eau en entrée était plus froide de 2 degrés. Mais honnêtement, je m'attendais à mieux, et ça me confirmait mon ressenti, à savoir rien d'extraordinaire. J'ai quand même fini le test, et 4 heures plus tard ou presque, puisqu'il était 21h53, il y avait pas loin de 6 degrés dehors, un gros 15 dans le local, et ça m'indiquait sans grande surprise 27 degrés, quasiment comme en janvier. En gros, j'avais perdu à peine 1 degré en 3h45 d'inertie. Le compteur de consommation n'est pas hyper précis, ça reste un appareil à moins de 20 euros, alors il ne faut pas trop en attendre, mais il est quand même assez précis pour se rendre compte que le résultat n'était pas mirobolant. Du coup, je me suis demandé si la température de départ n'avait pas une plus grande importance que ce que je croyais. Alors j'ai récupéré sur internet une courbe de chauffe de l'eau du robinet, et comme tu peux le voir, la courbe est assez linéaire en fait. En gros, quand on fait bouillir de l'eau dans une casserole, on récupère un peu plus de 20 degrés toutes les 2 minutes. Donc vu la linéarité de cette courbe, la différence de 2 degrés en entrée n'avait pas spécialement d'importance, et le gain n'était bel et bien que d'à peine 3 degrés sur 6 heures de chauffe. Un résultat très moyen sur la chauffe et à peine mesurable sur l'inertie. J'ai alors réalisé que les ballons étaient quand même plutôt bien isolés en sortie d'usine. Donc les isolants minces ou les rouleaux à bulles, why not? Mais il faut que ce soit de la récup à 0 €, car je crois qu'il ne faut vraiment pas s'attendre à grand chose avec sinon. Enfin bref, je suis têtu et il fallait que j'en ai le cœur net. Alors j'ai acheté la laine de verre top qualité, de la Knauf en 140 d'épaisseur avec un lambda de 0,032, et cette fois en quantité suffisante pour couvrir l'intégralité du ballon. Bim, 150 euros. Évidemment, il a fallu que je refasse de la place parce que c'était impossible de mettre 140 mm autour du ballon, en particulier dans le bas car il y avait le tuyau de chauffage et les vagues du groupe de sécurité qui allaient gêner. Donc pour éloigner encore plus ce ballon des murs, j'ai dû tout redécaler et ça a été rebrasure pour la sortie, et puis pose une traversée paroi pour écarter le groupe de sécurité du ballon et avoir de quoi glisser la laine de verre en 140, et puis évidemment reprise du PVC de l'évacuation du groupe. Ensuite, déplacement de la prise électrique, qui elle aussi allait gêner. J'ai alors pu commencer à poser l'isolant, et j'ai commencé par le bas. Mais grosse galère, parce que la laine en 140 était hyper compacte et hyper rigide en fait. Bien plus que ce que j'avais pu imaginer. Je vous passe les détails, mais avec le manque de place, ça a été long et laborieux de la mettre en place. J'ai regretté de ne pas l'avoir posée plus confortablement, loin de l'angle du mur. Mais bon, le ballon était rempli et je n'avais pas l'intention de le revider pour la 1e fois. Alors je me suis débrouillé, mais si tu te lances là-dedans, sois plus malin que moi. Arrange-toi pour que le ballon soit vide et écarte-le pour pouvoir poser l'isolation dans de bonnes conditions. Finalement, en plaçant du carton ondulé devant le mur, j'ai réussi sans l'abîmer à glisser la laine tout autour du ballon, mais quelle galère. Sinon c'était juste impossible. La laine accrochée sur les parpaings et je l'aurais complètement ruiné. Donc la laine était en place, mais pas du tout cirée sur le ballon. Aucune étanchéité, quoi. Alors j'ai acheté d'occasion 6 mètres de tôle et quelques sangles pour bien la maintenir et la comprimer autour du ballon. Rebim, 50 € à nouveau. Là, tu dois commencer à te dire, le gars est dingue. Tout laisse à supposer que ça ne sert vraiment pas à grand chose et il continue, il insiste, et en plus il claque 200 balles. Ouais, bah t'as raison, mais bon, on se refait pas. Donc j'ai placé approximativement la première tôle, puis j'ai réalisé l'ouverture pour le bloc de sécurité, j'ai serré les sangles, et je me suis accordé une petite pause de 2 heures. Alors là les amis, attention, conseil important. Je n'avais pas encore découpé l'ouverture qui allait permettre d'accéder au réglage et à la résistance. Le ballon était en chauffe, et la trappe d'accès était donc complètement bouchée, recouverte de laine de verre. Bon bah quand j'ai fait l'ouverture 2 heures plus tard, c'était très très chaud à l'intérieur. Pas jusqu'à faire fondre les éléments plastiques du ballon évidemment, mais sacrément chaud quand même.
Il y a clairement une énorme déperdition de chaleur à ce niveau-là. Et les fabricants devraient se pencher sur la question. Mais ne la recouvrez pas. À mon avis, ça peut être carrément dangereux. Donc soyez prudents, le mieux est l'ennemi du bien. C'est ce qu'on dit, n'est-ce pas? Je me suis donc empressé de réaliser une ouverture au niveau de la résistance et de l'électronique. Puis j'ai posé la laine, la tôle et les sangles de cerclage sur la deuxième moitié du haut. Ensuite, j'ai ajouté de la laine sur le dessus, et beaucoup mieux que ce que j'avais fait la première fois avec la laine en 60. Ouais, parce que cette partie-là non plus n'était pas exceptionnelle. Ensuite, j'ai réalisé quelques ajustements, et pour finir, j'ai contrôlé l'étanchéité, en vérifiant que les bandes de laine étaient bien jointées. Voilà, c'était fini. C'était encombrant, mais plutôt pas mal. Après la désillusion de la première fois avec la laine 60, j'y croyais plus dur comme fer, mais j'y croyais quand même un peu. Avec plus de 200 € d'investissement et tout le travail que ça m'avait demandé, j'étais un peu fébrile quand même, j'avoue. J'espérais au moins quelques résultats, en tout cas suffisamment, pour tout rentabiliser en 3 ou 4 ans. Et très vite, je me suis aperçu que c'était un succès, parce que je pouvais diminuer la durée de chauffe. J'ai ainsi pu passer de 4h30 nuit plus 1h30 jour à 4h nuit et 1h jour, soit 1 heure de chauffe en moins. Tu peux faire le calcul, ça fait presque 17% de moins. Quand même, hein, 17%. Il n'y avait plus qu'à refaire des mesures avec ces 14 centimètres de laine pour valider cette impression. Donc troisième et dernier test, le 1er mars. La température extérieure était de 8,6 degrés, et à 10h21, j'ai pu rebrancher le ballon après l'avoir complètement vidé. La température du local était de 16,5 degrés, la température de l'eau en entrée était de 12 degrés, soit 3 degrés de plus qu'en janvier, et 1 de plus qu'en février. Bon, clairement, les conditions étaient plus favorables pour cette troisième et dernière mesure. Mais vu que les températures refusaient de redescendre, qu'on était déjà en mars, que j'avais très envie de savoir, que j'avais compris que les degrés du départ n'étaient pas si importants que ça, alors go, c'était parti. Alors ce jour-là, je me suis un peu mélangé les pinceaux dans le timing et j'ai écourté un peu la chauffe. Il était 15h55, ça faisait donc 5h40 de chauffe, mais l'eau était déjà à 43 degrés, soit 15 de plus que les essais précédents et en 20 minutes de moins. J'avais clairement envie de sortir le champagne. Il faisait alors 10,9 degrés à l'extérieur et 16 degrés dans le local quand j'ai laissé reposer jusqu'à 20h04, soit 4 heures. Et lorsque j'ai mesuré l'eau, elle était à 43 degrés, limite 44, car l'appareil se tâtait même à afficher 1 degré de plus. Sûrement un peu d'inertie qui était remontée depuis la résistance, j'imagine, et qui avait été bien conservée grâce à l'isolation. Enfin, il y avait un résultat, et pas des moindres. Honnêtement, j'ai même du mal à m'expliquer une telle différence, parce que les 4 centimètres de polyuréthane de l'usine semblaient faire le taf. Mais bon, bah, les chiffres sont là. Alors je t'ai dessiné des courbes de chauffe pour te résumer tout ça. Tu noteras que le point de départ des courbes n'est pas toujours le même, puisqu'il est en fonction de la température d'arrivée. L'eau arrivant de sous terre est assez régulée, mais on avait quand même 3 degrés d'écart entre janvier et mars. Tu noteras aussi que je n'ai pas mis la température extérieure non plus, car elle ne servait à rien finalement. Pas plus que la température du local qui ne variait que très peu avec la chaufferie située juste à côté. D'ailleurs ça, c'est vraiment à garder en tête. Les courbes sont fonction de mon environnement et de mon local, qui même en plein hiver reste toujours à 15 ou 16 degrés. Après, il faut aussi penser que mon appareil de mesure n'était pas hyper précis, que mes tests étaient quand même assez rudimentaires et que je n'ai pas toujours été hyper précis sur la durée de l'inertie. C'était 3h30, mais un peu à la louche parfois quand même. Et surtout, il y a probablement tout un tas d'autres paramètres qu'un physicien aurait pris en compte. Mais dans l'ensemble, je crois que ça te donnera quand même une assez bonne idée des gains que tu peux espérer. Plutôt médiocres avec une laine en 60, ils sont devenus carrément excellents avec une laine en 140. Bon, il faut quand même rappeler que la pose en 60 ne couvrait pas les 30 premiers centimètres du bas, et que l'étanchéité, y compris sur le dessus, n'était pas vraiment irréprochable non plus. Mais quand même, ça a été le jour et la nuit, puisque ça m'a permis de baisser de 1 heure la durée de chauffe, ce qui n'est pas rien. Voilà mes relevés EDF. Sachant que j'ai mis la surcouche le 25 février, ça a été tellement flagrant que ça se voit même sur le graphique. Plus de 15% d'économie. Et en plus, depuis, plus une seule mauvaise surprise. Quand à court d'eau, tu sais, il fallait vite remettre le ballon en forcé. Maintenant, quels auraient été les résultats si mon ballon avait été dans un appartement chauffé à 22 degrés? Mystère. Et si au contraire, il avait été dans des combles non isolés dans lesquels il peut geler l'hiver? Je ne sais pas non plus. Pas plus que je ne sais ce que ça aurait donné en plein été. Mais il est quand même clair qu'une surisolation vaut la peine d'y consacrer un peu de temps et un peu d'argent. Fortiori s'il fait froid à l'endroit où se trouve ton cumulus. En tout cas, ma conclusion, c'est qu'il ne faut ni lésiner sur l'épaisseur de l'isolant, ni sur la tension portée à la pose et à l'étanchéité. Concernant le système laine de verre avec tôle par-dessus pour la compresser, j'y vois un avantage aussi. C'est qu'au changement de ballon, car ça finira bien par arriver, je pourrais récupérer le système et l'adapter sans trop de difficulté sur le nouveau ballon. Voilà. Maintenant pour moi la prochaine étape sera de le détartrer, parce que ça fait très longtemps qu'il n'a pas été et la note doit être dans un état déplorable. Je pense que ça lui fera le plus grand bien. Bon, je ferai ça cet été et j'ai bon espoir que cela me permettra de réduire encore un peu le temps de chauffe et la facture. Bon bah j'espère que cette vidéo t'aura plu et qu'elle t'aura donné quelques pistes de réflexion. Comme d'hab, je te souhaite de la ténacité dans tes projets et si tu veux me soutenir, clique sur s'abonner.
Je sais que je ne publie pas beaucoup et que la chaîne part un peu dans tous les sens, en mode micro-ferme, un peu preppers, et que je passe souvent du coq à l'âne. Ça parle un peu d'apiculture, un peu d'élevage, un peu de bricolage, un peu d'autonomie, un peu potager. Mais s'il y a un de ces sujets qui t'intéresse, alors n'hésite pas, parce que ça finira bien par revenir sur le tapis. Voilà, c'est dit, je te remercie par avance et je te dis à bientôt.